Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme semi-hebdomadaire Autour du monde spécial Afrique. Une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Lors de sa visite aux Émirats arabes unis, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec Sheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et commandant suprême adjoint des forces armées. Les aspects des relations bilatérales étroites et étendues entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, outre la consultation et la coordination des développements des questions régionales. Le prince héritier d'Abu Dhabi a salué la renaissance globale du développement dont l'Égypte a été témoin sous la direction du président el-Sisi au cours des dernières années, qui s'est traduite par la création d'un climat attrayant pour les investissements et l'amélioration de l'environnement des affaires, ainsi que les grands projets qui sont mis en œuvre dans diverses régions de l'Égypte. Au cours de la réunion, les deux dirigeants ont discuté de divers aspects des relations bilatérales, ainsi que des consultations sur les dernières questions d'intérêt commun sur la scène régionale, en particulier la Libye et le Yémen. À cet égard, le président el-Sisi a souligné la position égyptienne en matière de règlement des crises régionales, basant principalement sur le top des interventions étrangères, la lutte contre la violence, les terroristes et la préservation des institutions nationales de l'État, dans le but de rétablir la sécurité et la stabilité dans les pays qui souffrent de ces crises et les empêcher de menacer la sécurité régionale. Dans ce contexte, Monsieur le Président a souligné que la solidarité, l'unité des rangs arabes et la cohérence des positions sont parmi les moyens les plus efficaces pour conjurer les dangers extérieurs du monde arabe dans son ensemble. Plus tard, le président el-Sisi a participé à une session de pourparlers quadripartite avec le prince héritier d'Abu Dhabi, Sheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, le roi de Bahreïn, Hamad Ben Aïssa, et le vice-président des Émirats arabes unis et émir de Dubaï, Sheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum. Ils ont discuté de l'évolution des questions régionales d'intérêt commun et des moyens de renforcer la coordination et la coopération pour relancer les mécanismes d'action arabe commune face aux défis actuels auxquels la région est confrontée. Nous a rejoint par téléphone Dr Nesrine Chokri, journaliste. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que cette visite du président Abdel Fattah el-Sisi s'inscrit dans le cadre de la spécificité des relations égypto-émiraties, des liens fraternels historiques, mais aussi de la coopération et de la coordination à tous les niveaux. Vous, comment, en tant que journaliste, vous avez pu analyser cette visite éclair qui vient à un timing très important? Alors, il faut savoir que véritablement cette visite éclair, comme vous avez dit, elle vient à un timing très important parce que les Émirats arabes unis étaient, il y a quelques jours, la cible d'attaques terroristes et par conséquent, l'Égypte, comme d'habitude, était là auprès d'un pays frère arabe, et un grand allié de l'Égypte et un grand partenaire dans la région arabe. Et donc, le président Abdel Fattah el-Sisi n'a pas hésité un moment d'abord de participer pour parler des quatre, donc c'est clair qu'il y a quand même des pourparlers pour protéger cette région, pour aussi consolider la coopération entre les pays arabes, mais aussi pour afficher le soutien de l'Égypte vis-à-vis des Émirats arabes à partir du territoire émirati. Et je crois que là, c'est un message qui est fort, qui d'ailleurs reprend les principes et les, je dirais, position constante de notre politique égyptienne. C'est une politique qui est basée sur un important panarabisme depuis le temps de Nasser et que le président Abdel Fattah el-Sisi a confirmé à plusieurs reprises, assurant que le monde arabe est une partie de l'Égypte et que l'Égypte est une partie du monde arabe et que la sécurité des pays du Golfe est une ligne rouge infranchissable. Exactement, une ligne rouge infranchissable. Nous savons que le président Abdel Fattah el-Sisi est un président qui parle peu ou qui préfère des actes aux paroles. Et c'est vrai que le fait d'atterrir directement aux Émirats après cette attaque, c'est un message fort adressé au monde entier.
En fait, le président Abdel Fattah el-Sisi n'est pas un président qui parle peu, c'est un président qui parle longuement et qui explique toujours ses stratégies. Sauf que ses mots et ses paroles sont toujours suivis d'actes qui confirment ces mots et ces paroles. Et les actes sont, je dirais, comment dire, toujours rapides. C'est pas, on n'attend pas les actes des mois ou des années plus tard, même dans les projets nationaux. Donc c'est la même chose. Quand il y a des déclarations qui concernent la sécurité et la souveraineté de pays frères comme les Émirats arabes, le président Abdel Fattah el-Sisi ne va pas seulement se limiter à faire des déclarations ou à, je dirais, publier un communiqué par le ministère des Affaires étrangères où l'Égypte soutient les Émirats arabes unis. Il y aura encore plus des actes, une présence réelle, une présence par le corps sur le territoire de ce pays frère et qui a véritablement de très importantes relations avec l'Égypte et des liens historiques et je dirais même des liens indéfectibles. Les Émirats arabes ont toujours été aux côtés de l'Égypte dans des moments difficiles et l'Égypte aussi a toujours été au moment des Émirats arabes, aux côtés des Émirats arabes quand il y a eu des moments où la présence de l'Égypte est demandée et nécessaire. Alors justement, vous étiez en train de parler de cette session de pourparlers quadripartite qui a réuni le prince héritier d'Abu Dhabi, Sheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, le roi de Bahreïn, Hamad Ben Aissa, et le vice-président des Émirats arabes unis et émir de Dubaï, Sheikh Mohammed Ben Rashid Al Maktoum. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est joint à eux pour parler de nombreux défis actuels auxquels la région est confrontée et bien évidemment la sécurité des Émirats en fait partie à la tête. Mais ils ont également parlé de la coopération qu'il y a entre l'Égypte et les Émirats. Il faut dire que cette coopération économique est très importante. Oui, parce que en fait, les Émirats arabes unis, à travers le prince héritier d'Abu Dhabi, avaient bien formulé hier que l'Égypte a réalisé d'importants pas sur la voie de l'essor développemental intégral et par conséquent les Émirats arabes, qui est un partenaire économique et commercial et qui est l'un des investisseurs principaux en Égypte, c'est normal qu'il y ait plus de coopération pour, je dirais, développer davantage cette coopération de sorte à réaliser les intérêts des peuples, de sorte aussi à réaliser les intérêts des pays. Et vous savez qu'aujourd'hui, les dossiers se mêlent. C'est-à-dire que quand on parle de l'économie ou le commerce, économie-commerce, il y a toujours des échos sur le plan politique et les deux dossiers, économie, politique et commerce, ils ont leur impact sur la sécurité et le dossier sécuritaire dans les pays du monde. Donc il y a eu certainement la discussion de tous ces dossiers qui s'entremêlent, qui s'entrelacent et qui visent à réaliser les intérêts des deux pays. Il y a eu certainement aussi la lutte contre le terrorisme, puisque c'est un fléau mondial qui ne menace pas non seulement les Émirats ou Bahreïn, mais aussi l'Égypte et tous les pays du monde, y compris le monde occidental. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des discussions sur ce dossier, sur ce thème. Docteur Nesrine Chokri, merci à vous d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans notre programme ou dans nos programmes sur NetTV International. Allez, à présent, nous poursuivons avec cette rubrique consacrée à l'actualité africaine. On commence avec le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri, qui a souligné l'importance de traiter les questions liées à la sécurité et à la stabilité dans la Corne de l'Afrique dans une perspective globale. Chokri a tenu ses propos lors de son entrevue mardi avec l'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, David Satterfield, dans le cadre de sa tournée actuelle dans la région. Satterfield a passé en revue la situation globale et les questions dans la Corne de l'Afrique, en particulier la situation au Soudan. Chokri a confirmé l'attachement de l'Égypte à apporter tout le soutien au Soudan, dont la sécurité et la stabilité font partie intégrante de la sécurité et la stabilité de l'Égypte et de la région. Dans ce contexte, l'Égypte soutient l'initiative des Nations Unies visant à faciliter le dialogue global entre les différentes parties soudanaises en vue de régler la crise actuelle, a précisé le ministre égyptien des Affaires étrangères. Il a souligné également l'intérêt accordé par l'Égypte à la situation en Somalie et son soutien aux efforts visant à instaurer la sécurité et la stabilité dans le pays.
La réunion a également porté sur le barrage éthiopien de la Renaissance. Chokri a jugé important la reprise des négociations en vue de parvenir à un accord juridique juste, équilibré et contraignant sur les règles de remplissage et d'exploitation du barrage en tenant compte des intérêts des trois pays. Des dizaines de Houthis ont été tués hier dans la province centrale de Ma'rib alors que les troupes gouvernementales ont pénétré dans une nouvelle zone du district d'Abedia pour la première fois depuis des mois. Un jour après s'être emparé de sites montagneux stratégiques dans la région voisine de Hareb, l'armée yéménite et la brigade des géants ont pris le contrôle d'Al-Jafara dans le district d'Abedia au sud de Marib et assiégé la base militaire d'Omresh dans le district de Jouba. À la suite de violents combats avec les Houthis, ces derniers subissent les attaques des troupes gouvernementales et les intenses frappes aériennes de la coalition de soutien de la légitimité au Yémen. Cette semaine, les forces du gouvernement se sont emparées de la majeure partie du district de Hareb, y compris la ville de Hareb même, portant ainsi un coup dur aussi, ces derniers ayant essuyé de lourdes défaites depuis le début de l'année. Selon des responsables militaires, la prise de contrôle de cette région permettrait de protéger la ville de Ma'rib contre les attaques des Houthis en provenance du sud et permettrait également aux troupes gouvernementales de progresser dans la province voisine. La coalition a affirmé avoir tué plus de 160 Houthis au cours de 31 frappes aériennes. L'annonce de la coalition sur les dernières victimes Houthis est intervenue moins d'un jour après que ces avions de guerre ont lancé des frappes aériennes intensives contre des cibles militaires dans la ville de Sanaa, contrôlée par les Houthis, provoquant des explosions tonitruantes. La coalition a accusé les Houthis de stocker et d'assembler des missiles balistiques et des drones chargés d'explosifs qui ont visé l'Arabie Saoudite depuis des bases à Sanaa. Le Liban a signé hier un accord avec la Jordanie pour l'acheminement d'électricité via la Syrie voisine, dans l'espoir d'améliorer l'état du secteur de l'énergie du pays frappé par une crise économique inédite depuis 2019. Le Liban subit des coupures de courant culminant à plus de 22 heures par jour et peine à importer du carburant sur fond de dégringolade de la monnaie nationale. C'est un moment historique important pour le Liban par sa dimension symbolique, a déclaré le ministre libanais de l'énergie Walid Fayed lors d'une conférence de presse conjointe à Beyrouth avec son homologue jordanien et syrien. Le Parlement libanais doit ratifier le contrat financé par la Banque mondiale. Fayed s'attendait à ce que les détails du financement soient finalisés dans les 2 prochains mois en vue de l'entrée en vigueur du contrat. L'accord intervient dans des circonstances délicates et difficiles à laquelle sont confrontés nos confrères au Liban, ce qui lui donne une importance supplémentaire, a dit pour sa part le ministre jordanien de l'énergie. Le ministre syrien a confirmé que son pays avait pris toutes les dispositions pour la connexion électrique entre la Jordanie et le Liban. Je cite, « Nous sommes prêts à tout moment pour le raccordement électrique », a-t-il indiqué. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a unanimement condamné dans les termes les plus stricts une récente attaque terroriste de la province irakienne de Diyala et a appelé à ce que tous les auteurs, organisateurs financiers et sponsors de ces actes de terrorisme répréhensibles soient traduits en justice. À l'aube du vendredi dernier, au moins 11 soldats irakiens ont été abattus dans leur sommeil lors d'une attaque contre leur caserne par des hommes armés présumés de Daesh, selon des informations citant des responsables de la sécurité irakienne. L'attaque s'est déroulée dans le district d'El Azim, au nord de la capitale Bagdad. Le Conseil de sécurité a exhorté tous les États à coopérer activement avec le gouvernement irakien pour demander des comptes aux auteurs de ces actes conformément à leurs obligations en vertu du droit international et des résolutions du Conseil. Dans une déclaration commune, les membres du Conseil ont réitéré que tout acte de terrorisme est criminel et injustifiable, quelle qu'en soit la motivation ou quand et par qui qu'il soit commis. Ils ont souligné la nécessité pour tous les États de combattre par tous les moyens les menaces à la paix et à la sécurité internationale causées par des actes terroristes, conformément à la Charte des Nations Unies et aux autres obligations découlant du droit international.
Et le Parlement libyen siégeant dans l'Est a publié mardi les critères de candidature au poste de Premier ministre intérimaire pour pousser au remplacement du chef de gouvernement actuel, Abdelhamid Dbeiba, soutenu par le camp adverse basé à Tripoli. À l'issue d'une session tenue à Tobrouk, en présence de 120 députés, la Chambre des représentants a approuvé les conditions de candidature au poste de Premier ministre dans le prochain gouvernement de transition, a annoncé le porte-parole du Parlement. Le Parlement a publié une liste de 13 critères sans préciser de date à laquelle M. Dbeiba devrait être remplacé. Le nouveau chef de l'exécutif intérimaire doit, selon cette liste, présenter sa démission à son poste avant de candidater, ne porter aucune autre nationalité que la libyenne et s'engager par écrit à ne pas se présenter à l'élection présidentielle. Le président du Parlement, Aguila Saleh, lui-même candidat à la présidentielle, avait déjà appelé mi-janvier à remplacer le gouvernement intérimaire, estimant que son mandat avait expiré avec le report des élections. Et il a demandé à la commission parlementaire de suivi des élections de fixer d'ici fin janvier une date définitive pour les élections. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.